oui, elle ne sait pas que je suis psychiatre non plus, ma femme. Donc, il faut que je rentre avant minuit. Alors, le fait de connaître sa filiation, le fait de connaître, je ne sais pas si on ne connaît jamais, mais d'avoir une idée du rapport à l'histoire, du rapport à son histoire, du rapport à l'histoire collective. Est-ce que ça fait de nous de meilleures mamans, de meilleurs papas, de meilleurs citoyens, de meilleurs docteurs? Est-ce que cette connaissance ne devrait pas faire partie de la formation générale? Elle renforce. Elle renforce, hein? Elle renforce, oui. Alors, je suis arrivé donc en 72 à Strasbourg, de Marseille, pour jouer au basket. Alors, c'est Jean Kahn qui m'a fait venir à l'époque. Il croyait que j'étais basketteur. Et donc j'ai joué à l'AS Menora à l'époque où nous étions en deuxième niveau national. Et je me suis rendu compte que le sport de haut niveau était une malchance pour les jeunes. Le sport de haut niveau mettait les jeunes en rivalité. Contrairement au sport de masse. Et que on mettait en valeur la valeur sportive, la valeur de solidarité, c'était le contraire. Dans le sport de haut niveau, j'ai retrouvé ce que j'ai retrouvé sur les bancs de la faculté de médecine. Je suis rentré à la faculté de médecine. Hein? Tu peux nous dire? Oui, oui. Tu as connu ça ou... Oui. Raconte-nous. Non. De l'animosité en tout cas. D'accord. Hein? Alors on dit de la frérocité. Ça veut dire qu'en première année de médecine, on se marchait les uns sur les autres. Pour avoir une place devant, dans l'amphithéâtre, on m'a raconté que plus tard, les redoublants de première année donnaient aux nouveaux venus des faux polycopiés. Méchant? Plus que méchant. Non, non, logique. Logique. Alors, on se rapproche du sujet. On se rapproche du sujet. C'est pas méchant. Ça veut dire qu'on nous a mis dans une situation de rivalité. À la fac de médecine, quand je suis arrivé, je pensais que nous allions mutualiser nos connaissances et mutualiser nos interrogations. Nous soutenir dans le fait de ne pas savoir. En médecine, on dit qu'il y a très peu d'urgences. Il y en a certaines qui se finissent dramatiquement. On a vu ça à Strasbourg en décembre dernier, mais sur le fond, il y a très peu d'urgences. Il n'y a que des médecins pressés. Je me suis rendu compte de ça. Il n'y a quasiment, en médecine, aucune situation tragique. Quasiment aucune. Simplement, on nous a formés, nous, me semble-t-il, à être pressés. Et à régler les questions sans écouter le patient. Moi, j'ai appris, pendant 15 ans, à ne pas écouter le patient. Surtout, le patient, et c'est le patient le plus riche, qui répète à chaque fois la même chose. Comme ma femme elle répète toujours la même chose. Pauvre Agnia. Et je me suis rendu compte que c'était de l'or. Ça veut dire que quand j'étais petit, je croyais que j'allais découvrir une princesse charmante qui illuminerait mes jours et mes nuits. Ou mes nuits et mes jours, hein, en lisant Scheherazade. Moi, je pensais que l'amour, c'était la surprise permanente. Et je me suis rendu compte que l'amour, c'était le travail, la persévérance. Et que ma femme avait toujours raison. Ça en fait rire quelques-uns, je crois, qui ont de l'expérience ici. Hein. Ça, c'est l'éducation polonaise. Expliquez-moi, moi je connais. Je connais pas les Polonais, racontez-moi. L'éducation polonaise. C'est intéressant, on y reviendra dans le débat sur l'éducation polonaise. Je ne sais pas si elle est spécifique, elle est mosaïque, l'éducation polonaise, comme toutes les éducations qui s'inspirent des rencontres que chaque maman peut faire. L'éducation, elle est mosaïque parce qu'elle s'inspire de la manière dont le papa
regarde la maman. L'éducation, elle est mosaïque parce qu'elle s'inspire de la manière dont les enfants vont percevoir la capacité du couple parental de persévérer, de tenir bon. Et non pas seulement de faire la fête, mais surtout d'être capable de se réconcilier. J'ai perçu que, je disais ça dans le petit poème tout à l'heure, j'ai perçu, ça j'ai appris un petit peu tout seul, mais grâce à la vie, qu'il fallait absolument pardonner. J'ai perçu au niveau clinique, psychiatrique, que la rancœur, l'amertume, était une dévoreuse d'énergie folle, et qu'on s'épuisait à en vouloir aux autres et à soi-même. Et qu'il s'agissait de trouver le bon, même chez Amalek ou chez Aman. Trouver le bon chez l'autre et se réjouir de cette lumière. Pardonner, alors vous me pardonnerez vous-même, pardonner à celui qui nous a offensés. On le retrouve chez un des plus juifs des juifs, pour moi, c'est Yeshua. Yeshua, ça vous dit quelque chose? Il habite à Nuit-les-Vosges. On l'appelle Jésus chez les Goyim. Hein. Ce type-là, dans l'évangile de Matthieu, qui est le plus juif des évangiles, celui-là, il nous dit, si on te frappe sur la joue droite, alors pas tout à fait. Ça veut dire, si on te frappe sur la joue droite, et c'est extrêmement intéressant pour la régulation des conflits, si on te frappe sur la joue droite, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour tendre la joue gauche? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour ne pas faire gagner la violence une deuxième fois? Qu'est-ce que tu mets en œuvre pour faire gagner la paix et la réconciliation? On a toujours des justifications pour se venger. On aura toujours des bons prétextes pour être dans son bon droit et pour humilier celui qui nous a fait du mal jadis. La vendetta en Corse. Le Kanoun en Albanie. Le Kanoun, c'est une vendetta élaborée. On a le droit, dans la tradition albanaise, de tuer n'importe quelle personne de la famille élargie, parce qu'on a eu un préjudice il y a 2 siècles. Le Kanoun. Et on a dans les cabinets des gens qui ont fui l'Albanie à cause du Kanoun, aujourd'hui. Alors j'arrive à Strasbourg en 72, je suis en médecine jusqu'en 85. Sur les deniers, les impôts collectifs, donc j'ai fait mes études gratuitement, et je me suis rendu compte que je devais rendre à la communauté ce qu'elle m'avait donné. Je me suis rendu compte qu'en tant que psychiatre libéral avec mon cabinet, je me suis rendu compte que mon cabinet ne m'appartenait pas. Il n'est pas à moi, il est à nous. C'est une propriété d'usage, ce cabinet, parce que j'ai rien fait pour l'avoir, sauf bénéficier de 10 ou 15 ans d'études sur les impôts collectifs, puisque j'ai fait mes études gratuitement, à part le logement et la nourriture. Je me suis dit, on m'a appris à l'école, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je devienne un entrepreneur libéral en médecine, que je fasse fructifier mon cabinet. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Que le cabinet était une partie de la propriété collective, il est à nous. Et que ce cabinet, il devait être un lieu d'hospitalité. Comme la tente d'Abraham. Bon, j'ai passé 2 ans à Akiba en terminale, j'ai redoublé le bac, j'ai raté le bac, j'ai eu 1 en philosophie. Il faut dire que j'avais Abécassis comme prof. Alors j'ai eu 1 sur 20 en philosophie, je ne sais pas si c'est lié. Bon, en tout cas, j'ai dû refaire le bac une 2e fois. Je l'ai eu à l'usure, le bac. Hein. Bon, voilà, le bac, j'ai raté le bac avec 1 sur 20 en philosophie. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qui arrive? C'est pas juste. C'est le correcteur qui a mal lu. Ça ne peut pas être moi. Et j'étais extrêmement humilié. Et j'avais honte parce que ma famille, je suis comment on dit chez les Espagnols, le pejol, l'aîné. Chez les Espagnols, hein. Hein, c'est ça, hein? Oui. Es claro, c'est... Hein, ouais.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, oh, etc. Je rate le bac et je me dis, mais ma vie, elle est foutue. Elle est foutue, je ne pourrai jamais plus parler dans les yeux à ma famille qui m'a soutenu. Et je me suis rendu compte que c'était de l'or, que l'échec était de l'or, à la condition de pouvoir donner sens à l'échec. Et réintégrer l'échec dans une histoire. Les prédécesseurs n'ont pas réussi du premier coup à être papa ou maman. On n'a pas réussi du premier coup à être grand-père. On n'a pas réussi du premier coup à aimer. On n'a pas réussi du premier coup à rompre. On n'a pas réussi du premier coup à se réconcilier. On est toujours étudiant. Et je me suis rendu compte que l'échec, c'était l'école de la vie. Et que je pouvais puiser dans les effets de l'échec l'enseignement qui pouvait compléter celui de la fac de médecine. Alors j'arrive à la fac de médecine, on se marche les uns sur les autres, on se donne des polycopiés qui sont faux pour arriver parmi les 200, à l'époque c'était 200 ou 300 élus sur 1200. Qu'est-ce que deviennent les autres? Je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient en médecine, ce n'étaient pas les plus philosophes, ce n'étaient pas les plus sensibles, ce n'étaient pas les plus anthropologues, c'était les plus pragmatiques, souvent. Et je me suis dit, pauvres patients, pauvres de nous qui allons devoir soigner notre docteur. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en me disant, docteur, j'aimerais bien venir chez vous, comme psychiatre, parce que ça accroche pas très bien avec mon psychiatre. Mon psychiatre ne s'intéresse pas trop à ce que je lui raconte. Au bout de 7 minutes, il me dit c'est terminé, il encaisse, je ne sais pas, 70 € peut-être, ou 80. Et puis, je voudrais venir chez vous. Et je lui dis, tu as tort de manquer l'occasion de soigner ton psychiatre. Le devoir du patient. Et les psychiatres sont des pauvres bêtes, fragiles. Ça veut dire que si on est face, et c'est intéressant comme modèle, face à une interrogation, on est soi-même dans le doute, on va voir le psychiatre qui ne répond pas à notre attente, soi-disant, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre en position de parents et de soutenir la fragilité du psychiatre? C'est pas interdit et c'est une ouverture. Je me suis rendu compte en fait que la plupart du temps, les patients se soumettaient aux diktats du professionnel, comme si le docteur il savait. Je fais mes études et je termine en 85, je me suis installé en 87. J'étais boulevard Tolaire pendant quelques années. Et en 92, on me raconte une histoire. En 1992, des gens extérieurs à la fac de médecine me racontent 92. Donc j'avais à l'époque 37 ans. Attends, 92, je suis né en 55, 37 ans. Hein, ouais. Je voulais voir si vous dormiez. Hein. Non, ça va. Ouais. Je suis né en 55, 92. Ouais. 92, à 37 ans, j'apprends l'histoire suivante, que vous connaissez peut-être par bribes. Durant mes études, chaque médecin me disait, quand on était à l'Institut d'anatomie, on me disait, tu sais, on dissèque des cadavres de juifs. Tu sais, il y a encore des restes de juifs, à droite ou à gauche, à l'hôpital civil. Tout le monde racontait ça. Chacun avait son histoire, sa légende. Personne n'avait de documentation là-dessus.